Bonjour et bienvenue dans le guide de l'externe pour les opérations de césarienne à Roubaix. Dans cette vidéo, on va essayer de reprendre les points essentiels à savoir pour la préparation et le déroulement d'une césarienne en tant qu'externe. Pas de stress à avoir, les équipes sont extrêmement bienveillantes. N'hésitez pas à vous manifester si c'est votre première césarienne et à poser des questions si vous ne savez pas. La vidéo va se diviser en 3 parties. On parlera d'abord du lavage et de l'habillage, puis de la préparation de l'opération et enfin du déroulement de la césarienne. Les césariennes programmées débutent en général vers 8h30. On suit l'interne et le chirurgien pour aller dans le vestiaire et se changer en tenue de bloc verte. On n'oublie pas de mettre une charlotte pour protéger les cheveux et un masque chirurgical. On enlève également ses chaussures et on met des sabots. Lorsque nous sommes prêts, on peut enfin rentrer dans le bloc et se diriger vers le lavabo pour se laver. Le lavage se fait en 2 étapes. D'abord au savon et à l'eau, puis au chat. On peut se munir d'une éponge qui se trouve à côté des lavabos. On peut mouiller l'éponge et y mettre du savon, puis frotter nos bras et nos mains jusqu'au coude en insistant bien sur les commissures, la face externe du poignet et les ongles avec la partie brosse de l'éponge. On rince ensuite avec les bras toujours vers le haut pour que l'eau sale coule vers le bas. Les mains seront toujours la partie la plus propre. On peut ensuite récupérer du papier mis à disposition au-dessus de l'évier pour se sécher. Il est important de se sécher correctement pour la bonne application du chat ultérieurement. Effectivement, l'étape d'après, c'est la mise du chat. Elle se fait également en 2 étapes. Un premier lavage jusqu'au-dessus des coudes, puis un deuxième juste au niveau des avant-bras. Une fois qu'on est lavé au chat, il faut bien faire attention à ne plus rien toucher avec nos mains car nos mains sont stériles. On les met à hauteur de torse et on ne les colle pas à la blouse. Une fois prêt, on peut rentrer dans la salle de bloc où nos blouses sont déjà préparées par les infirmières. Comme montré sur la vidéo, on se saisit de la blouse en conditions stériles en la prenant par les poches sur le côté et on la secoue légèrement en faisant très attention à ne rien toucher. Une infirmière viendra nous aider pour la fermer derrière et tirer nos manches. Elle nous demandera également la taille de nos gants. Nous devons enfiler 2 paires de gants, une bleue en dessous, une blanche au-dessus. Pour enfiler les gants, on les ouvre toujours en conditions stériles devant nous, on met une paire sur l'autre et on fait comme ci-contre sur la vidéo. Après ça, nous sommes habillés en stérile et enfin prêts pour opérer. Il faut faire très attention à ne pas se déstériliser. Pour cela, on nous conseille de nous mettre près du champ opératoire, près de l'interne et du chirurgien et de ne pas bouger de trop. En revanche, on peut désormais toucher les instruments et les champs qui sont stériles. Pendant l'opération et en tant qu'externe, un de nos rôles principaux est de donner les instruments aux opérateurs. C'est pourquoi il faut absolument connaître le nom des instruments et à quoi ils servent. C'est ce dont on parlera dans cette partie de la vidéo où on va reprendre tous les éléments de la boîte de la césarienne. La boîte de César se compose de 29 instruments en métal et de 10 compresses. Il faut bien les compter avant l'opération, mais c'est en général l'interne qui s'en charge. Dans l'ordre d'utilisation, un tuyau d'aspiration, un bistouri électrique pour l'hémostase, une pince à griffe, un bistouri lame froide, 3 paires de ciseaux, une valve suspubienne, 4 pinces cochères, 4 pinces en cœur, 2 porte-aiguilles, 2 fils résorbables de taille 1, un fil résorbable de taille 2, 2 écarteurs de phare à bœuf, une pince mousse, 2 pinces péants ou pinces repères, une petite cupule en métal et une grande cupule en métal, une bassine, une valve vaginale, 2 pinces hémostatiques, 2 pinces de Jean Louis Fort, une pince longuette, un scratch pour les champs, et en plus, une seringue avec son aiguille et un anesthésiant local, ainsi qu'une agrafeuse ou du fil à peau qui seront donnés par l'infirmière au cours de l'opération. Passons maintenant à l'étape de la préparation de l'opération. Avant l'arrivée des obstétriciens, la patiente est installée sur la table d'opération et prise en charge par les anesthésistes qui effectuent l'arraché-anesthésie. Pendant ce temps-là, le chirurgien, l'interne et l'externe se lavent, s'habillent, préparent et comptent les instruments sur la table, en attendant que l'infirmière du bloc finisse de s'occuper de la patiente. Effectivement, celle-ci va d'abord effectuer une détertion du ventre de la patiente avec de l'eau et du savon, suivie de la pose d'une sonde urinaire en conditions stériles, et enfin un badigeon du ventre de la patiente avec de la bétadine alcoolique et vaginale.
Quand tout ça est fait, il est temps de poser les champs. Ça, c'est le rôle du chirurgien et de l'interne qui se saisissent du grand champ et le positionnent sur le ventre de la patiente. Il faut attendre que ce champ soit en place avant d'avancer la table à roulettes vers la patiente. On peut alors commencer à déposer les instruments sur la table haute au-dessus de la patiente en procédant par ordre d'utilisation. On donne toujours l'aspiration et le bistouri électrique en premier afin que l'interne et le chirurgien les mettent en place. On pose ensuite le bistouri lame froide au fond de la table, au premier rang, puis la pince à griffe, suivi des 2 paires de ciseaux, des 4 pinces cochères et des pinces en cœur. On peut ensuite déposer au deuxième rang 2 tas de compresses, la pince en mousse, les porte-aiguilles et les pinces repères. Les fards à bœuf et la valve suspubienne doivent aussi être présents sur la table. Évidemment, chaque chirurgien a sa manière de faire, tout cela est uniquement à titre informatif, mais dans la grande majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour la plupart des choses. L'opération peut alors commencer. Il est très important d'avoir en tête les différents temps opératoires et à chaque fois les tâches de l'externe qui correspondent pour pouvoir être réactif et anticiper au maximum les gestes du chirurgien. C'est ce qui va être expliqué dans cette partie de la vidéo et ça sera présenté comme suit, avec les temps opératoires sur fond gris en bas de l'image et le rôle de l'externe correspondant en haut en rose. Chose importante à savoir avant de commencer, dans cette vidéo, quand on va dire présenter un instrument, ça va consister soit à le tendre au chirurgien, manche vers la patiente toujours, si on arrive à anticiper suffisamment ces manœuvres. Sinon, c'est juste le mettre à disposition sur la table, au premier rang, visible, toujours manche vers la patiente. Pour cette césarienne programmée, la patiente a un bébé en présentation céphalique, c'est-à-dire la tête en bas. C'est le cas le plus classique. La première chose que fait le chirurgien, c'est évidemment de vérifier que l'anesthésie fonctionne. Pour cela, il va pincer la patiente à l'aide de la pince à griffe à différents endroits de son ventre. S'il voit qu'elle ne réagit pas, alors on peut inciser. L'ouverture de la peau consiste en une incision transversale du plan cutané et sous-cutané à l'aide du bistouri à lame froide, 2 travers de doigts au-dessus de la symphyse pubienne. Le bistouri doit être à disposition du chirurgien, manche vers la patiente. Le chirurgien procède ensuite à l'ouverture de l'aponévrose, puis à l'écartement des muscles droits par traction manuelle des 2 côtés. Attention, ça peut être un petit peu impressionnant la première fois. Pendant que tout ça se fait, l'externe n'a pas grand-chose à faire. Du coup, il peut en profiter pour monter les 2 fils résorbables de taille 1 sur les porte-aiguilles à mettre sur la table. Comme ça, ils seront prêts au moment où on en aura besoin. Une fois que les muscles droits ont été écartés, il faudra se tenir prêt avec la valve suspubienne que le chirurgien se chargera de placer, puis nous demandera de tenir. C'est un de nos rôles fondamentaux, c'est hyper important, il faudra la maintenir tant qu'on ne nous demande pas de l'enlever en tirant légèrement pour 2 raisons. Premièrement, la valve suspubienne, elle protège la vessie, c'est hyper important, et deuxièmement, elle dégage la vue de l'opérateur. Suite à ça, on va avoir l'incision de l'utérus. L'incision de l'utérus, elle aura une forme de U et sera faite avec le bistouri lame froide. S'ensuit l'extraction du bébé. C'est un travail d'équipe entre l'interne et le chirurgien. L'un d'eux va rentrer la main dans l'utérus pour fléchir la tête du bébé. L'autre poussera sur le ventre de la maman pour le faire glisser en dehors de l'incision. À ce moment-là, notre rôle sera d'aspirer le liquide amniotique, s'il y en a beaucoup, et le sang éventuellement. C'est un autre rôle fondamental de l'externe parce que l'aspiration du sang permet évidemment de dégager la vue de l'opérateur, mais elle permet aussi de quantifier les pertes sanguines de la patiente qui seront communiquées à l'anesthésiste. Le bébé est alors sorti du ventre de la patiente. On doit présenter une compresse au chirurgien pour qu'il puisse essuyer le visage du bébé. En général, il le laisse profiter du sang du cordon pendant quelques secondes avant de le couper. Pour ce faire, on doit présenter et tendre 2 pinces cochères et une paire de ciseaux au chirurgien. Le bébé est ensuite passé aux sages-femmes qui s'en occuperont. On peut ensuite présenter 2 autres pinces cochères et à nouveau la paire de ciseaux pour clamper le cordon à 2 endroits et prélever un échantillon qui sera mis dans la bassine bleue qu'on doit également présenter. Cet échantillon de cordon, il va servir à faire un prélèvement sanguin pour avoir le pH du cordon qui est un reflet de l'oxygénation fœtale. Une fois que c'est fait, on peut positionner la bassine sur les cuisses de la patiente pour que le chirurgien y mette l'échantillon de cordon
et le placenta qui va être délivré. Une fois le placenta dans la bassine, on peut la déposer sur la table derrière nous et présenter les pinces en cœur pour décoller les membranes ou attraper les parois de l'utérus pour améliorer la visibilité. À ce moment-là, en général, il y a pas mal de sang et on doit se charger de tout aspirer, encore une fois, pour dégager la visibilité et compter les pertes sanguines. Parfois, l'utérus est extériorisé en dehors de l'abdomen, c'est pas toujours le cas, mais ça permet au chirurgien de bien visualiser les annexes et de faire la fermeture de l'hystérotomie en toute tranquillité. C'est aussi à ce moment-là que le chirurgien teste la tonicité de l'utérus et le communique à l'anesthésiste qui injectera en fonction du sein tôt ou non. À ce moment-là, il peut y avoir encore du sang, il faut toujours aspirer. Avant de fermer l'utérus, en général, le chirurgien nous demande de compter les compresses et les instruments. Les compresses, il y en a 10 au départ, et nous, on doit compter uniquement celles qui sont sur la table d'opération et sur le ventre de la patiente. On ne doit jamais compter les compresses qui sont dans la poubelle ou par terre. Ça, c'est le rôle de l'infirmière qui fera l'addition à la fin. Pour les instruments, on compte tout ce qui est en métal, y compris les coupoles, mais par exemple, on ne compte pas le bistouri électrique, la bassine ou l'aspiration. On énonce alors le chiffre à voix haute pour que l'infirmière nous dise que le compte est bon. L'étape suivante, c'est donc la fermeture de l'hystérotomie à l'aide d'un fil résorbable de taille 1 qui aura été, comme on l'a dit précédemment, monté sur le porte-aiguille au début de l'opération quand on aura eu un moment. On peut alors tendre le porte-aiguille à l'opérateur. Celui-ci va d'abord effectuer un point d'angle. On doit lui tendre une pince repère ou pince péant et un ciseau quand il a fini ses nœuds. Après ça, il va de l'autre côté de l'incision, toujours avec son fil de taille 1, et cette fois, il commence un surjet. On peut présenter une pince repère, mais là, encore une fois, ça dépend du chirurgien. C'est à la demande. Il faut bien faire attention à ce moment-là aux instruments demandés par le chirurgien. Une fois l'hystérotomie refermée, en général, le chirurgien et l'interne vérifient qu'il n'y a pas de saignement actif, auquel cas ils peuvent rajouter des points. Il faudra toujours présenter du fil de taille 1 pour l'utérus. Il peut également arriver qu'on fasse un nettoyage des gouttières. Pour cela, on présente la valve vaginale ainsi que des compresses. C'est le chirurgien et l'interne qui s'en chargent. Après l'hystérotomie, le chirurgien se charge de refermer l'aponévrose. Il fait ça avec du fil cette fois-ci, résorbable, mais de taille 2. On devra aussi l'avoir monté juste avant, pendant le surjet. On présente alors le porte-aiguille avec le fil de taille 2 au chirurgien et également les 2 écarteurs de Farabeuf. Au départ, il se chargera de tenir les deux pour dégager la vue de l'autre opérateur qui va fermer. Et ensuite, il nous demandera de tenir le Farabeuf du bas. L'objectif est toujours de dégager la vue de l'opérateur pour qu'il fasse correctement sa suture. On va donc essayer d'enlever le plan graisseux, pas trop proche de l'aiguille, et de suivre l'opérateur quand il avance pour qu'il ait une bonne visibilité. Une fois la ponévrose refermée, on se rapproche de la fin, mais l'opération n'est pas terminée. Le chirurgien regarde s'il y a des saignements actifs pour effectuer l'hémostase si nécessaire. On doit alors tendre la pince mousse. Une fois l'hémostase effectuée, on peut tendre l'injection de xylocaïne si elle a été demandée et ensuite la coupole pleine de bétadine. Pendant que le chirurgien lave la bétadine et fait l'injection, on peut déposer 3 compresses les unes à côté des autres sur la table haute au-dessus de la patiente. C'est l'infirmière qui se chargera de verser de l'eau et du savon, de l'eau seulement et puis plus rien sur les 3 compresses pour le nettoyage de la cicatrice. Et voilà, il ne reste plus qu'à refermer le plan cutané. Pour cela, il y a 2 solutions, soit la pose d'agrafe, soit la pose de point de suture par du fil à peau. Ça dépend de la peau de la patiente et de sa cicatrisation et de ses préférences. Pour les agrafes, on tend l'agrafeuse à l'opérateur ainsi que les 2 pinces mousse et griffes. Soit il le fera tout seul, soit il nous demandera de l'aide, auquel cas il vous expliquera la première fois comment on fait. Et pour les points, on tend le fil à peau qui aura été demandé à l'infirmière et un porte-aiguille et des ciseaux. Il s'agira de points simples, il peut nous être demandé de couper les fils à chaque point. La dernière étape, c'est celle du pansement. On peut enlever notre paire de gants blanches qui est sale pour avoir les mains propres. Sur la table derrière nous aura été mis à disposition des petites compresses. On doit alors en faire un tas en les pliant dans le sens de la longueur et les tendre au chirurgien. Il reste également le pansement qu'on doit donner au chirurgien pour qu'il le mette sur le ventre de la patiente. À ce moment-là, en général, le chirurgien quitte le bloc et demande à l'interne de faire ce qu'on appelle l'expression utérine.
On aide alors l'interne à mettre les jambes de la patiente en position grenouille, on plie la jambe qui est de notre côté et l'interne se chargera d'appuyer sur le ventre de la patiente pour effectuer la fameuse expression utérine. Enfin, même si ce n'est pas toujours nous qui le faisons, je le précise quand même, parfois il faut ranger les instruments dans la boîte quand tout est terminé bien évidemment. Pour cela, on commence par enlever la lame du bistouri à l'aide du porte-aiguille qu'on met dans la coupole des tranchants et on vide cette même coupole dans la petite poubelle en plastique jaune des tranchants contre le mur devant nous. Une fois que ça c'est fait, on peut ranger les instruments et les compter dans la boîte. Il faut ouvrir tous les instruments pour que ce soit plus facile pour le nettoyage. Une fois que c'est fait, on donne le nombre d'instruments à l'infirmière pour qu'elle nous dise que le compte est bon. Et on peut mettre la boîte dans le bac de décontamination en dehors du bloc. C'est une grosse boîte blanche avec un couvercle rempli d'eau et de désinfectant. L'opération est officiellement terminée. Néanmoins, on ne doit pas sortir du bloc. Notre tâche suivante, c'est d'aider l'IBOD pour la mise au propre de la patiente, puis pour le rangement de la salle si Lors de la première césarienne, on demande à l'IBOD tout simplement de nous expliquer les étapes, comme ça on saura faire pour les prochaines fois. En tout cas, c'est très important de rester pour donner un coup de main. Petit mot avant de partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons traité ici le cas d'une césarienne programmée. C'est là que les choses se passent le plus simplement car tout est fait à l'avance et on sait déjà que la femme va subir cette opération. Mais vous l'imaginez bien, parfois les choses ne se passent pas comme prévu et il peut arriver qu'une femme ayant prévu d'accoucher par voie basse finisse par avoir une césarienne. Dans ces cas-là, la césarienne n'est plus programmée. On les divise alors en 3 catégories, les césariennes code vert, code orange et code rouge. On distingue les 3 catégories par le temps qui nous est attribué pour sortir le bébé du ventre de la maman. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo. Il faut juste savoir que pour les codes orange, il va falloir aller un petit peu plus vite que pour les césariennes programmées et que pour les codes rouges, il y a des instructions particulières car l'extraction doit être la plus rapide possible. En effet, pour les césariennes code rouge, l'externe ne se met pas en stérile tout de suite. La priorité est d'habiller le chirurgien et l'interne. Une fois que ça est fait, il pourra se laver et participer à la césarienne si c'est encore nécessaire. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce guide vous a été utile. N'hésitez pas à vous référer à la fiche récap pour avoir les informations essentielles. Et bon courage pour ce stage!